Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le cadre d'une assistance humanitaire, le Haut Conseil islamique du Mali, à travers la Limama, a fait une importante donation en direction des déplacés du centre du pays ce mercredi 7 août dans la mosquée de Limama. Le don est composé de vivres et de non-vivres pour un coût total de 6 millions de francs CFA. Sadio Sidibé, Draman Mali. Cette donation est la suite logique de la tournée des responsables du Haut Conseil islamique du Mali dans la 5e région administrative du Mali, les conduisant successivement à Koro, Bandiagara, Bankas et dans les cercles de Mopti. Outre ces actions de bienfaisance, les dignitaires religieux du Mali unissent leurs efforts pour venir en aide à nos compatriotes touchés par l'insécurité en vue de leur permettre de passer la fête de Tabaski comme tous les Maliens. Une initiative d'Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, tel est l'objectif de cette cérémonie. L'objectif de cette journée, c'est que la Ligue des imams du Mali, appelée l'Imama, a lancé des quêtes dans toutes les mosquées et les zawiyas du district de Bamako et dans les régions aussi. Aujourd'hui, ce que nous avons réussi, on a déjà planifié. C'est que les déplacés qui sont à Niamana et ceux qui sont à Faladje vont recevoir des vivres, des habits, des viandes et d'huile, chaque groupe une tonne de riz, 10 cartons d'huile. C'est comme ça qu'on a planifié et cela va se passer demain matin et demain dans l'après-midi à 15 h à Niamana et à Faladje à 16 h 30. Toutes ces actions de solidarité sont l'œuvre de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique à travers l'accompagnement du Haut Conseil islamique du Mali pour une valeur de 6 millions de francs CFA, y compris des habits et des vivres. L'événement qui nous réunit aujourd'hui dans la mosquée de l'Imama, c'est de recevoir de la main du président de l'Imama, à Cheikh Fodé Cissé, la somme qu'ils ont pu récupérer avec les musulmans dans toutes les mosquées de Bamako. Et nous sommes là dans ces cadres-là. Ils ont pu trouver 6 millions de francs CFA et un grand lot d'habits pour les déplacer du centre vers Bamako. Donc c'est au nom du Haut Conseil islamique qui regroupe toutes les associations islamiques et qui a pris l'initiative de lancer des quêtes au nom des déplacés à l'intérieur. Les responsables des deux structures islamiques feront d'autres remises de dons sur le site des déplacés du quartier Niamana en commune 6 du district de Bamako le 8 août prochain. La cérémonie de présentation des dons a pris fin par des bénédictions pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. Lancement officiel de la campagne régionale de reboisement dans la région de Caille avec la plantation de plus de 8000 pieds d'arbres dans la forêt classée de Papara. Le thème de cette 25e édition est « L'arbre est le sceau de la vie sur terre, plantons-en pour le bonheur des générations futures ». C'était le jeudi 1er août à Caille. Nos envoyés spéciaux Amadoun Diallo, Abdoulaye Sowodo. La présente édition a pour objectif la production de plus de 23 millions de pieds d'arbres à travers tout le pays. C'est la volonté affichée par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la 25e édition de la campagne nationale de reboisement. Une initiative soutenue par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé. La campagne de reboisement est une volonté politique du plus haut niveau. C'est juste pour sensibiliser les gens, pour rappeler les gens qu'on doit faire le reboisement. C'est ça l'objectif de la campagne, un rappel, un appel à toute la population pour qu'on fait
des reboisements et lutter contre la désertification. Lors de l'édition précédente à Kayes, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé a planté 8000 pieds d'arbres dans la forêt classée de Papara sur une superficie de 5 hectares et avec un taux de réussite de 90%. Un résultat salué par la direction régionale des eaux et forêts de Kayes qui s'est d'ailleurs félicité des réalisations obtenues par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé à Papara. Nous verrons que toute la population nous accompagne. Tout le monde fait comme la société de gestion forestière nous appuie pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Bon, dans la région de Kayes, ici, c'est à peu près 50 plans d'aménagement qui ont été élaborés avec l'ensemble, y compris celui de la société de gestion forestière. C'est le reboisement cette année de 200 hectares qui est prévu, mais pour le moment on est à 105 hectares aujourd'hui, dont 5 hectares dans cette forêt classée cette année. Il y a aussi la mise en place de 13 pépinières et la production de à peu près 2 millions de plants qu'ils ont fait. Et sans compter aussi les appuis qu'ils font avec les coopératives, les appuis qu'ils font avec les communes. Selon le directeur de cabinet du gouvernorat de Kayes, le choix de la forêt classée de Papara n'est pas fortuit car il découle de son statut de première forêt classée du Mali, d'où la volonté des autorités du pays de faire de cette forêt un exemple de conservation dans la biodiversité. L'un des buts majeurs visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition des forêts menace l'équilibre écologique, dont les corollaires sont la perte de la biodiversité et l'accentuation des effets néfastes du réchauffement climatique. Les objectifs visés sur cette campagne sont la production de 2 millions de plants, toutes espèces confondues, et la récolte de 50 000 noix de rognier. Le reboisement de 1800 hectares, toutes plantations confondues. La mise en œuvre de 50 plans d'aménagement de massifs forestiers, la région approuvée par le gouverneur de la région de Kayes. L'atteinte de ces objectifs demande l'engagement de tous. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de prix aux 3 meilleures communes qui ont contribué favorablement à la lutte contre les feux de brousse dans le cercle de Kayes. Il s'agit de la commune de Sero-Diamanou, de Marine-Toumania et celle de Koussané. Également dans la région de Koulikoro, le cantonnement des eaux et forêts de Kati n'est pas resté en marge de la campagne nationale de reboisement édition 2019. Il vient d'organiser une journée de reboisement à Kati ce mardi 6 août. C'était en présence des autorités politiques, administratives et coutumières ainsi que les anciens forestiers. Le point avec nos reporters. C'est en synergie avec les associations et regroupements de jeunesse de Kati que le cantonnement des eaux et forêts de Kati a organisé cette journée de reboisement à l'occasion de la campagne de reboisement 2019. Elle répond à leur souci de prendre à bras le corps les défis environnementaux qui se posent à notre pays, plus précisément à Kati. Nous, on a essayé de sortir au-delà de la restauration de nos forêts classées et de la protection des berges, pour nous attaquer à nos espaces verts. Et parce que les espaces verts aujourd'hui sont très menacés dans nos centres urbains. On a rapproché les autorités, c'est-à-dire la préfecture et la mairie, pour qu'on identifie ensemble les espaces verts de la commune urbaine de Kati. Après leur identification, donc, on a décidé de faire face à tous les espaces verts qui se trouvent à Kati, en les reboisant, en les aménageant au profit de la communauté de Kati. Cette année, dans la programmation du cantonnement de Kati, on a programmé la production des plants pépinières de 680 260 plants produits en pépinière. C'est déjà fait. Et encore le reboisement de 734 hectares. 334 hectares qu'on doit reboiser cette année et faire également 30 émissions en radio par rapport à la campagne de reboisement et faire encore au niveau de tous les secteurs 280 missions d'animation pour appuyer les gens et par rapport à la préservation de nos ressources forestières et fauniques. Les autorités du cercle de Kati ont témoigné de tout leur soutien à travers leur présence à cette cérémonie. Tous ont apprécié l'initiative du cantonnement forestier. L'adage le dit, qui plante un arbre n'aura pas vécu inutilement. Et c'est une chose vraie. Donc c'est une bonne chose et je suis très content que le commandant et
chef de cantonnement forestier, ait pris cette initiative. Et dans les jours à venir, Inch'Allah, d'autres espaces sont prévus pour la même plantation. Avec l'urbanisation galopante, les gens sont en train de grignoter nos espaces verts. Et pour éviter cela, je crois qu'il faut les occuper. On ne peut pas mieux les occuper qu'en plantant des arbres. Parce que comme on l'a vu lors de nos mariages et consorts à Bamako, on voit que les espaces verts aujourd'hui constituent des lieux des spectacles et consorts. Donc ici aussi, pourquoi pas à Kati ou bien dans nos communes rurales. Au lieu de se déplacer de Kati, aller à Bamako, faire des photos sur les espaces verts, on peut le faire à Kati ici. Donc désormais, on va œuvrer dans ce sens pour que nos espaces verts soient valorisés. Qui dit plantation d'arbres dit sauvegarde de l'environnement. Dans les jours à venir, Kati sera doté de cet espace vert dénommé Sadio Keita. Sous l'œil vigilant du cantonnement des eaux et forêts de Kati, cet espace sera entretenu afin que ces arbres grandissent pour le plus grand bonheur des populations tout en améliorant leur cadre de vie. Fin des travaux de la Convention nationale de l'association Ansardine nationale ADN Mali. La rencontre à laquelle ont pris part les délégués des 46 sections qui constituent le bureau national a été l'occasion de passer au peigne fin les recommandations issues des assises post-Mawlud 2018, le degré de mise en œuvre de ces recommandations ainsi que d'autres projets en perspective. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Les rideaux sont tombés sur la 5e convention nationale de l'association Ansardine nationale ADN Mali, réunissant l'ensemble des sections qui la composent. Malgré la période hivernale, les délégués ont répondu présents. Cette avant-dernière convention nationale avant le Mawlud a été l'occasion pour le bureau national de passer en revue les recommandations post-Mawlud 2018, le niveau de mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que d'autres activités de l'association en perspective. Au dire du président de l'ADN Mali, les recommandations issues des assises post-Mawlud ont été mises en œuvre à 90% avant de laisser entendre que l'entièreté de la mise en œuvre des recommandations sera effective avant la dernière convention prévue à quelques encablures de la date anniversaire de la naissance du prophète paix et salut sur lui. Au cours de ces assises, il était question entre autres des projets initiés par la Fédération Ansardine internationale Fadi sous le leadership éclairé de son guide spirituel Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du Haut Conseil islamique. Cette convention de l'association Ansardine nationale Mali, qui se tient une fois en session ordinaire, détermine et fixe les taux de cotisation non budgétisés. S'agissant des points inscrits à l'ordre du jour, l'on pouvait noter entre autres les préparatifs du Mawlud 2019, la fête du sacrifice et l'état d'avancement des travaux des 200 hectares aménagés à l'Office du Niger. Pour le président du bureau national, ces assises trimestrielles sont d'une importance capitale car jouant le rôle d'interface entre les organes centraux et les organes de base de l'association. Il est à rappeler que les 46 sections qui constituent le bureau national étaient toutes représentées. Suite aux altercations entre les étudiants de l'université de Kabala et les conducteurs de Sotrama à Kalabankoro, le sous-préfet a initié une rencontre d'information et d'apaisement avec toutes les parties prenantes pour une décryptation rapide. Kafune Bachili Noumkoni. Cette rencontre fait suite à l'affrontement entre les étudiants de l'université de Kabala et des apprentis chauffeurs de Sotrama de l'axe Kalabankoro-Kabala, occasionnant des pertes en vie humaine. Préoccupé par la situation alarmante qui prévaut dans sa commune rurale, le sous-préfet de Kalabankoro a convoqué toutes les parties prenantes afin qu'ils puissent ensemble proposer des solutions palliatives de sortie de crise. Comme vous le savez, c'est la sécurité routière, la sécurité des personnes et des biens. Il n'y a pas une semaine, il y a eu des échauffourées, des altercations violentes entre le syndicat des étudiants, l'AIM et puis le syndicat des Sotrama. Donc nous, en tant que chef de l'exécutif local au niveau de l'arrondissement de Kalabankoro, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est pourquoi nous, sans rentrer dans les détails, on a mûrement réfléchi par rapport à la situation. Donc après quoi, on a invité toutes les parties prenantes à venir s'asseoir. C'est ça le Mali. Sur l'arbre à palabre, on peut trouver des solutions idoines, des solutions vraiment durables. Ce pays n'a pas besoin de ces comportements malsains aujourd'hui. Nous visons d'autres choses.
Nous avons beaucoup de trucs en matière de sécurité dans notre viseur qui ne sont pas ces comportements anti-loi, c'est pas gai dans un pays. Aujourd'hui, le Mali traverse une passe très très difficile de son existence. Donc pour tout bon citoyen, pour tout citoyen lambda, le rôle de chacun, c'est de veiller à ce que l'État soit ce qu'il doit être aujourd'hui. Donc le souci de tout Malien, c'est ça. C'est pourquoi on a initié cette rencontre. On a invité la Légion de Bamako, la Légion de Kouloukourou, la direction régionale de la police au niveau de Kouloukourou, la direction régionale de la protection civile, le Conseil national des jeunes, les représentants de l'AIM, les rectorats, en passant par le CENU, parce que tout tourne autour du CENU, parce qu'il y va du transport des étudiants. Donc les syndicats de transporteurs urbains, interurbains, on a invité tout le monde, y compris la société civile, les autorités coutumières, pour qu'ensemble nous puissions souffler dans la même trompette. Tous engagés, les parties prenantes représentées à la rencontre ont proposé des solutions définitives de sortie de crise. Ils souhaitent que toutes les recommandations issues de ces assises soient traduites par des actions concrètes. Maintenant, comment faire? Entre deux mots, il faut choisir le moindre. On est comme entre marteau et l'enclume. Il y a un problème récurrent qui est là. Avant de rentrer à Calaban, il y a l'accès de 2 voies aller-retour. Mais au beau milieu de Calaban jusqu'au niveau de l'université, maintenant on va... C'est comme à l'intérieur de Calaban, il y a une voie unique qui sert d'aller et retour. Avec l'implantation des bornes, cet accès-là aussi est rétréci. Maintenant, à la sortie de Calaban, il y a 2 voies. Maintenant, le problème est là. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de tiraillement entre 2 couches sensibles? Chacun doit user vraiment de son cogito pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est pourquoi on a instruit à toutes les parties prenantes de prendre des mesures à leur niveau pour que ce genre de comportement ne puisse pas se reproduire. Et puis on va essayer de faire un truc de rappel. 3 mois après, on va rappeler, on va prendre des mesures de réquisition au niveau de chaque gendarmerie, brigade, commissariat de police pour les renvoyer à leur mission régalienne, leur mission de suivi et de contrôle et d'évaluation. L'objectif de la rencontre est de débattre sur la problématique d'altergation violente sur l'axe et proposer des solutions définitives de sortie de crise. Et pour atteindre cet objectif, chacun est interpellé et doit jouer sa partition en changeant de mentalité et de comportement. L'Assemblée ordinaire de la section de l'association Ansar Dine de Bamako s'est déroulée le mardi 6 août dans la mosquée chérifienne à Bankoni, Djankinebougou. L'objectif est de passer en revue les activités des 6 derniers mois et d'examiner les perspectives. La cérémonie était présidée par Chérif Ibrahim Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, Loutou Sidibé. Au cours de cette assemblée de la section de l'association des Ansar de Bamako, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La solidarité entre les musulmans à l'approche de la fête de Tabaski, le bilan moral et financier, la sensibilisation sur le paiement des reliquats. Sur le premier point, notamment sur la solidarité, et vous savez, tous les musulmans sont des frères comme Dieu l'a si bien dit dans le Coran. Donc à l'approche de la fête, c'est le devoir du musulman de secourir son voisin, de secourir nos frères chrétiens, et pour que la fête soit belle pour tout le monde. Et pour ce qui concerne le bilan moral, c'est satisfaisant parce qu'on a fait un bilan de 6 mois. De décembre à mai, ça fait 6 mois. Et on a fait des centaines de prêches. Et le résultat est qu'il y a eu des milliers de prestataires de Baya. Et ensuite, parmi ces milliers, là, des centaines aussi sont inscrits dans l'association de l'Ansardine. Donc ça, c'est un bilan très satisfaisant. Et pour le bilan financier, on a constaté qu'il y a eu aussi du progrès parce que la section de Bamako doit payer à peu près 1 milliard. Et si on tient compte de l'analyse de la conférence de la section, il y a eu aussi un grand progrès parce que nous sommes dans une position très très confortable. Dans le 4e point, qui consiste à faire la sensibilisation, les membres, notamment les responsables du bureau, ont mis les points sur les i. Et ils ont aussi sensibilisé, motivé les autres militants pour qu'ils payent.
Et comme vous le savez, tous les ancêtres sont conscients d'une sourate du Coran, qui est la sourate La famille d'Ibrana, verset 77, où Dieu dit que ceux qui vendent leur serment à de vil prix, ceux-là n'ont pas de place pour l'au-delà. Donc les Ansar étant convaincus de cette sourate, étant convaincus de l'esprit de ce verset, chacun cherchant vaille que vaille pour que le reliquat puisse être payé et pour que Bamako, la station de Bamako puisse être hissée au niveau national. Pour les responsables de la section Ansar de Bamako, le bilan est satisfaisant. Vu les comptes rendus et les programmes annuels, nous voyons que ici, cette année, il y aura un progrès au sein de la section de Bamako. Et nous espérons aussi que, vu la situation, tous les militants sont prêts à soutenir notre sœur et shérif Ousmane Maran Aïdara. Nous comptons sur tout le monde, parce que nous avons promis le président de Bamako. Inch'Allah, il y aura un changement et il y aura un progrès. Et nous saluons infiniment notre sœur qui a été le créateur de cette association. Nous les soutenons et nous les suivons, Inch'Allah, jusqu'à la fin de notre vie. La cérémonie a pris fin par des bénédictions afin de mener à bien les futurs projets. Depuis la Mecque, les agences de voyage et la filière gouvernementale ont organisé une réunion d'information concernant les dispositions prises pour le Hajj 2019. Fatoumata Diaby, Bouya Koulibaly. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que depuis qu'on est venu en Terre Sainte, c'est la première réunion qu'on a eue avec la partie gouvernementale, puisque le Hajj proprement dit va commencer dans 3 jours. Donc il est normal qu'entre partenaires qu'on se retrouve pour essayer de discuter des problèmes et chercher des solutions. Donc on est là dans ce cadre-là, surtout par rapport au séjour de Mina et de Arafat, ce qu'on appelle la phase rituelle en principe. Donc nous avons discuté des problèmes d'hébergement à Mina et Arafat et des problèmes de transport sur ces lieux-là. Bon, le problème rencontré, c'est surtout l'insuffisance des tentes. L'organisation du transport, parce que chaque année quand même, on essaie d'améliorer. Nous avons mis des systèmes en place depuis 2010 que nous essayons d'améliorer chaque année. C'est-à-dire notamment depuis que le transport rotatif sur Mina, Arafat, Muzdalifa a été instauré en 2010. Nous essayons d'améliorer chaque année. On fait un tirage au sort qui permet à chaque agence de connaître sa position sur les différents axes, c'est-à-dire Makka, Mina, Mina, Arafat, Arafat, Muzdalifa, et puis Mina, Makka. Donc nous allons faire, en tout cas dans les jours d'ici demain, le tirage au sort et chaque groupement connaîtra sa position pour se rendre dans ces lieux-là. D'abord les agences qui se mobilisent autour de leur organisation, et puis les pèlerins aussi, nous demandons leur compréhension et leur indulgence. Parce que c'est un mouvement de masse. Tout le monde ne peut pas trouver son compte. Donc si on n'est pas patient, on n'est pas organisé, souvent ça peut amener des problèmes. Nous sommes là pour leur service. Ils nous ont payé leur argent, nous sommes là pour les servir. Donc nous demandons surtout leur compréhension et leur indulgence. Nous sommes dans un pays étranger. Nous fonctionnons sur la base des lois du pays d'accueil. Fin d'obé, il y a des choses que nous, on ne peut pas. On sait que c'est possible au Mali, mais ici, ce n'est pas possible. Donc quand on est dans un pays étranger, on est obligé de faire avec les lois de ce pays-là. Voilà. Nous rendons grâce au bon Dieu et nous prions sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objet de la réunion aujourd'hui, c'était sur 2 points. Le premier point, comment organiser le départ sur Arafat et Mina, et comment organiser ensuite en fait, les dispositions à prendre pour l'organisation des transports sur ces différents sites. C'était l'objet de notre rencontre aujourd'hui. La réunion a été vraiment concluant parce que hier soir nous avons tenu une réunion avec Mouassassa et au cours de cette rencontre, on nous a expliqué clairement la situation qui prévaut actuellement sur le terrain. Bon, en fait, c'est un grand rassemblement, ça ne peut pas aller sans des difficultés, mais néanmoins, Inch'Allah, ces difficultés seront remontées
sans problème, Inch'Allah. Les 2 convois qui sont arrivés de la filière gouvernementale sont bien arrivés. Et ils ont été hébergés. La restauration, ça va. Donc il n'y a pas de problème particulier. Voilà, il n'y a pas de problème particulier. Voilà, bon, en fait, dans ce peu de temps, on se prépare pour aller à Mina et Rafah. Voilà, ben, nous attendons aussi les autres convois. Et le 3e convoi est en cours de route. J'invite tout le monde, surtout les gens privés, à respecter la loi saoudienne. Parce qu'au niveau de chaque pays, il y a des lois et règlements. Donc j'invite tout le monde vraiment à se conformer à ces lois et à ces règlements. Avant de boucler cette édition, Sadio Sidibé nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. La Guinée doit réviser son fichier électoral selon les recommandations du rapport d'experts indépendants publié il y a 1 an, mais le sujet fait débat notamment sur le choix de l'institution qui doit s'en occuper. L'opérateur technique pour réaliser les vérifications sur le terrain et assainir la base des données n'est pas encore choisi et cristallise les tensions. La CENI propose soit de recruter un opérateur local ou de carrément lui donner cette mission. L'actualité politique en Côte d'Ivoire où le président ivoirien Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 lors d'une interview à la télévision d'État mardi à la veille de la fête de l'indépendance. Il a également évoqué une éventuelle modification de la Constitution. Je ferai savoir ma décision en 2020. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré Alassane Ouattara qui achève son 2e mandat après avoir été élu en 2010 puis réélu en 2015. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats, a-t-il également affirmé. La loi fondamentale adoptée en 2016 limite à 2 les mandats présidentiels, mais a remis les compteurs à 0 selon la majorité présidentielle. Une interprétation contestée. Condamné à mort en 2003 par l'ex-cour d'ordre militaire, juridiction militaire d'exception de l'époque, au cours du procès sur l'affaire de l'assassinat de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila en 2001, le lieutenant John Bompengo est mort en détention le 12 avril dernier et a été inhumé le week-end dernier à Kinshasa. Au moins 10 condamnés dans cette affaire sont déjà morts en détention. Les organisations des droits de l'homme accélèrent le plaidoyer pour la réouverture du procès ou tout simplement la relaxation de ces personnes. L'actualité est au Mozambique. Une ancienne rébellion, devenue le principal parti d'opposition dans les années 90, avait repris les armes en 2013 pour réclamer un meilleur partage du pouvoir. Depuis son indépendance en 1975, le Mozambique est dirigé par le Frelimo, parti historique de Samorata Machel. Cet accord est la 3e tentative de conclure une paix durable entre les deux rivaux. Il intervient à quelques mois d'élections générales prévues en octobre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit inquiet mardi à la suite de l'adoption par le Parlement italien d'une loi plus répressive contre les ONG qui sauvent des migrants en Méditerranée. Le texte accorde au ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, des pouvoirs élargis pour interdire les eaux territoriales aux navires ayant secouru des migrants, confisquer les bateaux des ONG et imposer à leurs commandants des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros contre 50 000 euros auparavant. Cette nouvelle loi doit encore être ratifiée par le président italien Sergio Mattarella. Pour l'agence de l'ONU, les ONG jouent un rôle inestimable dans le sauvetage des réfugiés et des migrants qui tentent de traverser la mer pour rejoindre les côtes européennes. L'engagement et l'humanité qui les motivent ne doivent pas être criminalisés ou stigmatisés, a-t-elle estimé.
Enfin, pour terminer aux États-Unis, ce lundi 5 août, Barack Obama a fustigé le langage tenu par Donald Trump sans le nommer responsable de la tuerie d'El Paso, d'ordinaire un retrait de la vie publique, et celui qui avait été marqué durant sa présidence par ces tueries de masse est sorti du silence. De nombreuses voix se font entendre suite aux tueries de masse d'El Paso et Dayton ces 3 et 4 août. Obama met en cause avec un lexique à peine masqué son successeur Donald Trump. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.